Donc je vais être un peu plus généraliste que ça. Je ne vais pas seulement parler des conventions de citoyens, mais on va parler de démocratie. Et comme il a été rappelé, je suis à l'origine un chercheur, donc c'est-à-dire quelqu'un qui fait du boulot à la paillasse et qui ne se préoccupe pas du tout de ce que peut penser la société autour. Ça n'a même pas changé, c'est toujours pareil. Mais quand j'ai commencé ce boulot il y a 40 ans, qu'est-ce que je dis il y a 40 ans? Il y a 50 ans, et un peu plus même, on ne se posait absolument aucune question sur l'incidence dans la société des travaux qu'on était en train de mener. Donc, le premier truc que je voulais aborder, c'est pourquoi un type comme moi, un biologiste de la reproduction, c'est ma spécialité, j'ai travaillé d'abord sur des vaches, puis sur l'humain, pourquoi il en arrive à se poser la question de la démocratie, et même, plus audacieux, il en arrive à faire des propositions politiques. Bon, bah, je crois que c'est parce que j'ai toujours été à la fois chercheur et citoyen, et qu'à ces deux titres-là, j'ai été doublement échaudé dans la vie. Donc ça m'a amené à réfléchir progressivement. Alors, je raconte un petit peu ma carrière pour voir comment j'ai pu évoluer. En 1964, j'ai commencé mon premier boulot de chercheur à l'INRA, la recherche agronomique. Et c'était le sujet qui m'était donné, c'était par la Commission européenne. Et le truc, c'était de dire il est dommage que les vaches de haute production laitière n'aient qu'un petit par an. Il faudrait qu'elles en aient beaucoup plus pour qu'on puisse augmenter la production laitière. Bon, parce que sur les mâles, on peut sélectionner très vite. Un taureau peut avoir 100 000 petits dans l'année avec l'insémination artificielle. Mais les femelles, hélas, c'est un petit par an, puisque la gestation, comme chez l'humain, dure 9 mois. Donc c'est un par an. Alors, j'ai imaginé un système où on ferait la super-ovulation, c'est-à-dire avec des hormones, on pousserait les ovaires de cette vache de haute qualité génétique pour faire du lait, on pousserait ces ovaires à produire plus qu'un ovule chaque mois, enfin chaque mois, oui, dans le mois du traitement, et ensuite, comme on peut pas, on l'inséminerait, on ne savait pas faire la fécondation in vitro chez les bovins ni chez l'humain en 64. On savait seulement chez le lapin et la souris. Donc, on ne pouvait pas récupérer ces ovules, les féconder, les transplanter. Tout ça n'existait pas dans ces gros mammifères, y compris dans l'espèce humaine. Donc, l'idée, c'était de récupérer les embryons après insémination artificielle. Donc, une insémination banale, avec du sperme de taureau sélectionné pour être père de vaches de haute qualité laitière, parce que c'est aussi un facteur transmis par le mâle, et de récupérer ces embryons dans l'utérus, donc quelques jours après l'ovulation et la fécondation, et de les distribuer dans des femelles ordinaires qui porteraient bêtement pendant 9 mois le veau de haute qualité génétique et le feraient naître. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé après les mères porteuses. Le mot n'existait pas, on l'a inventé pour l'espèce humaine, plus tard. Donc j'ai fait ça. C'était l'époque où la recherche était artisanale. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des équipes multidisciplinaires regroupant 30, 50, 100 personnes. J'étais tout seul. J'étais tout seul, je bricolais jusqu'à laver le cul des vaches. Enfin, tout, j'étais tout seul. Et donc, en 72, ça a marché. J'ai eu les premiers veaux qui sont nés comme ça. Et à ce moment-là, j'ai levé le nez un peu de ma paillasse et je me suis aperçu que ce travail était stupide. Parce que 2 ans avant, c'est-à-dire en 1970, donc 6 ans après qu'on m'ait confié cette tâche d'augmenter la production laitière, la Commission européenne inventait les quotas laitiers. Il y avait trop de lait et il fallait diminuer donc les vaches laitières. Alors j'étais à la fois stupéfait et très en colère. Je me suis demandé qui a décidé cette priorité qui était contre les paysans, bien sûr. J'ai commencé à prendre conscience de ce que c'est que le monde paysan et de la différence entre la paysannerie et l'agriculture industrielle, et que c'était finalement ce que j'étais en train de mettre au point, c'était des techniques de compétition, que ça ne me donnait pas vraiment beaucoup d'émoi, pour le productivisme agricole. Je suis allé voir le directeur de l'INRA, et je lui ai dit « Monsieur, on s'est moqué de moi, on m'a fait faire un boulot idiot ». Il n'était pas content du tout, il m'a dit « Vous vous trompez complètement ». Il ne s'agit pas d'augmenter la production, il s'agit d'augmenter la productivité. Alors c'est un mot qui m'est resté maintenant, productivité, compétitivité, c'est des mots que j'ai retrouvés souvent dans ma carrière de chercheur et aussi bien sûr dans la vie en société.
Et j'ai quitté donc la recherche agronomique parce qu'on me proposait de travailler dans un hôpital sur la reproduction humaine pour comprendre les causes de stérilité. Ça, c'était en 1977. Donc j'ai commencé à travailler, mieux connaître comment est foutu un ovaire, le sperme, tout. Bon, c'est-à-dire des choses qu'on ne connaissait pas plus, encore beaucoup moins chez l'homme que chez les bovins, où j'avais travaillé sur des moutons, des cochons, des souris. Mais chez l'homme, on connaissait à peu près rien, on connaissait que les pathologies. Mais on ne connaissait pas la physiologie normale. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Est arrivée la nouvelle d'Angleterre qu'une équipe anglaise avait fait la fécondation in vitro humaine et qu'il y avait une femme enceinte. Les gynécologues sont venus me voir, m'ont dit « Écoute, il faut qu'on s'y mette. » Bon, j'ai trouvé ça amusant. Et donc je m'y suis mis. Bon, ça a pris 4 ans. Et en 82 est donc né le premier bébé éprouvette français qui s'appelait Amandine. Ça a été un boom médiatique extraordinaire que j'aurais jamais imaginé, qui m'a beaucoup gêné, parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment un exploit, c'était du bon boulot, mais ce n'était pas une révolution, sauf peut-être d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue sociologique. Mais alors, il fallait traiter le problème autrement qu'en nous mettant sur dans les télévisions, les radios, les journaux, il y avait nos photos partout. Bon, alors ça plaisait beaucoup aux gynécologues avec qui je travaillais. Moi, je dois dire que ça me gênait. Et je me suis demandé tout de suite, mais qui contrôlera les dérives dont on commençait à parler? Ces dérives, on les a vues apparaître après. C'est les mères porteuses, cette fois plus de vaches, mais humaines, qui sont arrivées, qui pour le moment ne sont pas légales en France, mais qui se font dans des pays voisins. C'est les dons de gamètes, ovules, spermatozoïdes, les dons d'embryons. Quand on dit les dons, c'est plus souvent des achats-ventes, hein, mais ça s'appelle des dons parce que ça fait plus éthique. C'est la location d'utérus. Bon. Et c'est surtout, moi, ce qui m'a préoccupé. Quand j'ai vu ce remue-ménage médiatique dont je parlais, je me suis dit, ça cache quelque chose. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a fait qui fait cette révolution dans la société. Il y a autre chose. Et j'ai imaginé que c'était le fait qu'on mettait pour la première fois l'œuf humain en dehors du corps avec 9 mois d'avance. Parce que dans la fécondation in vitro, vous avez ovules, spermatozoïdes, vous les mélangez, vous obtenez un jeune embryon que vous allez remettre dans l'utérus. Mais ce jeune embryon, il a toutes les caractéristiques de l'enfant qui naîtrait, si ça marche. Donc on pourrait l'étudier. Et j'ai écrit un bouquin en 1986 qui s'appelait « L'œuf transparent ». On va voir dans l'œuf, et j'imaginais les conséquences de ça, comment avec les progrès de la génétique, on pourrait, en piquant une cellule à l'embryon, connaître son génome, et à partir de là, comme on en produit toujours plusieurs, puisqu'on a fait une super ovulation à la femme, donc on en produit 5, 10, 20 des embryons, et évidemment il n'est pas question de remettre tout ça dans l'utérus, on pourrait choisir le plus correct, le plus conforme, selon des critères que personne n'avait vraiment encore réfléchi. Et j'ai imaginé que c'était le début d'une nouvelle ère eugénique, avec l'accord des gens, non plus un eugénisme méchant comme on a connu depuis l'Antiquité, et avec la période nazie qui a été la plus dramatique, mais un eugénisme consensuel, mou, bienveillant, qui était peut-être encore plus redoutable, parce que de celui-là, il n'y avait aucune raison qu'on sorte un jour. Donc j'ai écrit L'œuf transparent, j'ai dit ça, on m'a dit que c'était absurde, parce que c'était impossible, techniquement. Il a fallu 6 ans aux Anglais pour le réaliser, donc à partir de 90, c'était devenu possible, et puis ça a été autorisé en France en 94, et appliqué à partir de l'an 2000 à peu près, donc ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on en fait en France, mais ça se fait dans tous les pays du monde. Ça s'appelle le diagnostic pré-implantatoire, familièrement DPI, c'est-à-dire le tri des embryons sur des critères génétiques. Alors en France, c'est relativement contrôlé, ça n'est autorisé que quand le couple est atteint d'une pathologie génétique, la loi dit particulièrement grave et incurable au moment du diagnostic, ce qui ne veut rien dire. Je ne vais pas développer ça parce que ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas de la démocratie, mais par exemple en Grande-Bretagne, on fait aujourd'hui ce DPI pour éviter un enfant qui louche. Quand les parents, on a trouvé un gène qui est lié au strabisme, et quand les parents ont ça, ils ne veulent pas un enfant qui louche, ils vont faire une fécondation in vitro alors qu'ils ne sont pas stériles, pour trier les embryons. C'est en Angleterre, hein, quand même, qui est un pays quand même de haute civilisation. Donc, alors, il y a des dérives sans arrêt, hein, ça augmente, et les raisons pour faire ce tri d'embryons, aujourd'hui, il y en a entre 2 et 300 à peu près, et ça augmente tous les ans, il y en a une 30 ou 40 de plus chaque année, je parle en France. Hein.
Donc aux États-Unis, c'est même le sexe. Hein. On fait un garçon ou une fille, c'est le plus facile à trier. Bref, mais ça m'a amené quand même à poser une question, et là j'entre en démocratie, qui contrôlera les dérives? Parce que là, c'est surtout le problème pour moi qui faisait question, beaucoup plus que les autres, que les ventes d'embryons et tout, ça, il y a plein de juristes qui s'en occupaient, mais ce tri d'embryons, ça n'a jamais intéressé personne, encore aujourd'hui, on n'en parle jamais dans les médias, et c'est pour moi le plus grave problème de la bioéthique et de l'avenir. Donc qui va contrôler tout ça? Alors on a créé le comité d'éthique, François Mitterrand, 1 an après la naissance d'Amandine, a créé le comité national d'éthique, qui est un comité consultatif, mais qui n'a pas de pouvoir, il est consultatif, mais enfin c'est bien qu'il existe, et c'est vrai que la France a été pionnière en ce domaine. Malgré tout, ce comité d'éthique, il existe depuis donc 1983, et il dérive sans arrêt de plus en plus libéral. C'est-à-dire qu'en fait, il suit l'évolution des techniques, et quelquefois il dit « Ah là, c'est pas bien, il faut peut-être attendre un peu, de réfléchir », mais on finit toujours par accepter tout ce qui est possible. Donc ce n'est pas le comité d'éthique qui empêchera que les choses se fassent. Alors c'est qui? On ne sait pas. Ce n'est pas le comité d'éthique parce que l'éthique, la bioéthique, elle est soluble dans le temps, dans la durée, on s'habitue. Par exemple, on parlait du clonage quand il y a eu en 1996 ce fameux mouton Dolly qui a été cloné en France. Tout le monde a été horrifié, il ne faut pas faire ça chez l'homme. Je me souviens que le président, qui était à ce moment-là Chirac, avait téléphoné à l'autre, l'Américain qui devait être Bush, pour dire il faut qu'on prenne des résolutions. Et on a pris des résolutions dans beaucoup de pays pour interdire le clonage humain. Elles existent toujours, ces résolutions. Bon, je veux dire que si quelqu'un veut cloner, il peut le faire un peu clandestinement, mais ce n'est pas autorisé officiellement. Mais donc, je prenais cet exemple pour montrer comment c'est soluble dans la durée, parce qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup moins peur. Et il y a même un comité international de bioéthique à l'UNESCO qui a dit, après tout, le clonage, pourquoi pas, dans certains cas médicaux, ça pourrait permettre de... Bon, autrement dit, c'est soluble aussi dans les exemples, dans les cas particuliers. En général, on vous montre à la télé un bébé qui est né d'un miracle biomédical, on a réussi à faire ça. Et puis si le bébé est un peu mignon et qu'il sourit, tout le monde dit c'est formidable, on peut le faire à tout le monde. Donc on s'habitue à ça. Et la bioéthique, elle est soluble aussi dans les dérives internationales, c'est-à-dire ce qui se fait dans d'autres pays, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas chez nous. Et c'est d'ailleurs l'argument actuellement de beaucoup de gens pour faire des mères porteuses, des choses comme ça, qui ne sont pas du tout des exploits techniques, hein, qui sont simplement des accommodements sociétaux de techniques connues depuis longtemps. Et elle est soluble évidemment dans le marché, la bioéthique, parce qu'il commence à y avoir des pressions avec les cellules souches embryonnaires pour utiliser ça à des fins pharmaceutiques, par exemple. Donc je n'ai pas du tout confiance dans la bioéthique qui empêcherait que les choses se fassent. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu critique de science. Critique de science, alors c'est drôle parce que quand mes copains ont vu ça sur mon site internet, Jacques Testard, critique de science, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu veux critiquer la science ?» Jamais on m'aurait dit ça si j'avais mis critique d'art, de cinéma, de littérature, c'est normal. Mais la science est au-dessus de la critique. Donc critique de science, c'est pas possible. Ça montre déjà qu'il y a un vrai problème avec la science et la démocratie. Et en 2002, avec quelques collègues chercheurs, pas forcément en sciences dures, mais par exemple avec Christophe Bonneuil, qui est historien des sciences, avec André Cicolella, qui lui était un lanceur d'alerte dans la chimie, quelques autres, on a créé l'association Sciences Citoyennes, qui existe toujours, et dont le but, pour le dire vite, est de mettre la science en démocratie. J'ai amené quelques prospectus là, mais il y a un site internet si ça vous intéresse d'en savoir plus. En même temps, notre association, en 2007, a écrit un bouquin qu'on n'aura pas ici, mais qui s'appelle Labo Planète, et qui est sous-titré « Comment la recherche prépare 2030 sans les citoyens ». Vous voyez, c'est tout le programme, parce que tous les changements de société, à part ceux qui viennent, et même ceux qui viennent de l'environnement, le réchauffement climatique, ça vient d'où? Ben, ça vient forcément des découvertes technologiques qui nous amènent à utiliser de plus en plus de machines, enfin, la voiture, un tas de trucs, hein. C'est des découvertes technologiques, donc c'est des résultats de ce qu'on appelle la science. Autrement dit, la science est quand même une activité assez dangereuse, même si je ne nie pas qu'elle a des effets positifs, mais il faudrait s'intéresser quand même aussi au côté plus dangereux. Donc dans ce bouquin-là, on expliquait comment c'est dans les labos que se fabrique l'avenir,
et ça se fait en dehors des citoyens. Donc, moi j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que c'est que finalement cette science? Alors, en général, quand vous faites venir un type, un scientifique, pour vous parler de la science, il vous fait un portrait extraordinaire, la soif de l'homme de connaître, la connaissance, la découverte du monde. Tout ça, c'est merveilleux, mais c'est de la poésie pure. Ça n'existe plus, sauf en physique théorique et en mathématiques, et en astrophysique, paraît-il. Bon, c'est tout. Mais en biologie, ça n'existe plus. C'est-à-dire que les chercheurs, aujourd'hui, ne sont pas là comme ça, on leur donne des sous, puis ils font les recherches qui les amusent. Pas du tout. Il faut d'abord qu'ils rament pour obtenir des contrats sur des thèmes qui sont déjà ciblés par des politiques. Donc les thèmes sont ciblés, et à partir de là, ils se battent entre eux, entre labos, pour obtenir le contrat. Et quand ils ont le contrat, ce qui peut arriver de mieux pour eux, c'est qu'ils aient réussi à remplir le contrat qu'ils avaient promis. Quelquefois, ils n'y arrivent pas, mais il est très rare qu'ils trouvent quelque chose qui n'était pas prévu dans le contrat. Ça peut arriver, un accident de recherche. Mais c'est très rare. Autrement dit, de dire on ne peut pas contrôler la recherche parce que le chercheur ne sait pas ce qu'il va trouver, c'est vraiment se foutre du monde. Ça, c'était vrai il y a 50 ans. Mais depuis que la recherche a été mise en institution et fait partie de l'économie libérale et de la compétitivité internationale, de la productivité du chercheur, elle devrait être soumise à un contrôle. Donc c'est une idée qui ne plaît pas à mes collègues, évidemment, puisqu'ils veulent rester sur l'idée qu'ils font de la recherche pour la connaissance, ce qui est absurde. Quand on regarde ce qu'ils font, ce n'est pas pour la connaissance. Même si quelquefois, on est obligé, dans tous les labos, d'acquérir quelques nouvelles connaissances, mais c'est toujours pour arriver à un but. Donc c'est de la recherche, elle est toujours finalisée. Elle va vers une fin, laquelle est programmée par un contrat. À partir de là, ça veut dire que les citoyens sont quand même en droit, puisque c'est eux qui payent la recherche quand même. Et c'est eux aussi qui payent les pots cassés quand il y en a. Donc ils sont en droit de mettre leur nez dans les grands programmes de recherche, et pourquoi pas de donner des priorités. Par exemple, est-ce qu'on va donner plus de sous à la recherche sur les OGM ou à la recherche pour l'agroécologie, par exemple. On pourrait demander aux gens, dans des procédures que je vais expliquer après, on pourrait demander aux gens d'en décider. Ça veut dire que nous, à la Science Citoyenne, on n'est pas du tout contre la science. Au contraire, on pense que dans tous les labos, il devrait y avoir une partie du budget, peut-être un tiers du budget, qui soit libre pour la recherche de connaissances, parce que c'est merveilleux la connaissance. Mais aujourd'hui, on nous parle de connaissances et ce n'est pas vrai. On ne fait que de la production pour avoir des brevets, pour mettre des pilules dans une boîte. Alors ça peut être des trucs utiles, mais tout est toujours programmé et toujours dans le but de faire du fric. Donc le contrôle social devrait exister sur la recherche finalisée. Alors, on est actuellement dans une situation grave, celle que j'exposais très vite là, dans notre bouquin de 2007, Labo Planète. Vous avez entendu parler du mot anthropocène, qui définit la nouvelle ère géologique que nous vivons à cause des activités humaines, puisqu'on a bousillé pas mal de choses autour de nous. Depuis, alors certains datent l'Anthropocène d'il y a moins d'un siècle. Je crois que le plus sérieux, c'est de dire à peu près la machine à vapeur, 2 siècles et demi. C'est le moment de l'industrialisation de l'Europe. C'est de là que tout est parti. Et à ce moment-là, il y a eu dégradation de la nature, forcément. La dégradation du climat, elle commençait déjà. Le CO2, on le libérait. Mais évidemment, ça s'est intensifié de plus en plus. Pas seulement parce qu'il y a plus de monde, mais parce qu'on consomme davantage. Perte de biodiversité, on en parle beaucoup, et même on pourrait dire perte aussi de principes moraux, des principes de bioéthique, puisqu'on en vient aujourd'hui à accepter des choses qu'on aurait refusées il y a 10 ans dans le principe. Donc tout ça nous mène vers une situation assez inconnue que certains affrontent avec ardeur, avec joie. Ils s'appellent les transhumanistes, et ils disent de toute façon l'humanité c'est pourri, c'est nul, l'homme il vit pas assez longtemps, il est toujours malade, il est comme les animaux. Il n'est pas à la hauteur de ses ambitions, il n'est pas très intelligent, on peut le battre au jeu de Go ou aux échecs. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est changer l'humanité, dépasser l'humanité, transhumanisme, et ils voient ça très très bien. Ces gens-là n'ont aucune notion que toutes leurs techniques, d'abord, sont beaucoup du flanc, c'est-à-dire que ça n'existera jamais, mais en revanche, étant donné qu'aujourd'hui aux États-Unis, c'est les recherches qui sont le plus financées dans la Silicon Valley, puisqu'il y a Google, il y a l'armée américaine, tout le monde met du fric là-dedans,
pour la compétitivité internationale, encore une fois, fabriquer des robots et ainsi de suite, eh bien, donc il y aura forcément des essais sur l'homme. On peut dire qu'il y en a déjà. Je pense que le téléphone portable, c'est la première prothèse qu'on ait inventée universelle. Parce que ce téléphone portable, quand même, vous ne vous rendez pas compte, mais vous en avez tous un, j'imagine. Ce truc-là n'existait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est devenu indispensable à la vie quotidienne. On se demande bien pourquoi. On pourrait faire comme avant, mais bon, il n'y a plus de téléphone dans les rues, etc. Tout est organisé pour qu'on ait ça. Et puis les gens sont tout le temps accrochés à leur machin. Quand on va dans le métro, partout, accrochés à leur truc, ne voient plus ce qu'il y a à l'extérieur. Bon, pour moi, c'est le premier outil transhumaniste, la première prothèse qui a réussi à passer, mais il va y en avoir plein d'autres, évidemment. Je passe là-dessus, mais quand même, ça pose des vrais problèmes démocratiques qui n'ont jamais été posés. Il n'y a jamais eu un débat pour savoir est-ce qu'il faut vraiment que les gens aient tous des téléphones portables ou est-ce que c'est seulement pour les individus qui travaillent dans des situations d'urgence. Les autres, ils peuvent aller à la maison et téléphoner avec un fil, par exemple. Mais l'aliénation s'est emparée de nous et aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. Ce que je disais tout à l'heure pour la bioéthique en général, on ne peut plus revenir en arrière. Chaque fois qu'une technologie arrive, et qu'elle s'est emparée de tout le monde, ce qui est le cas du téléphone portable, elle est définitive. On ne fera que la perfectionner, que changer les appareils tous les ans pour faire tourner les boutiques. Bon. Alors, comment tout ça est jugé aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il y a une expertise autour des développements technologiques et scientifiques ? Les élus, puisque c'est eux finalement, dans notre système de démocratie représentative, c'est les élus qui doivent prendre les décisions, ils sont complètement dépassés. Les élus, d'abord, ne sont pas des scientifiques. C'est très rarement, il y a quelques médecins qui ne sont pas des scientifiques. La médecine n'est pas une discipline scientifique. Mais il y a quelques profs par exemple, profs de physique comme Michel Rivasi. Il y a des gens un petit peu comme ça qui arrivent à accrocher. Mais la plupart sont complètement paumés. Alors, quand il y a une question à résoudre en rapport avec la technologie, ça peut être le nucléaire, les nanotechnologies, de la génétique, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont créé un truc, ça fait maintenant une quarantaine d'années, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, dans lequel des volontaires, une quarantaine de députés et sénateurs qui ont un goût pour la chose scientifique, se réunissent et discutent et font venir des experts. Ce qui paraît être une démarche louable. Mais étant donné qu'ils ne connaissent rien, ces élus, les experts, qui ont fait venir comme experts ? Les gens les plus compétents dans le domaine. C'est-à-dire ceux dont on a entendu parler, ceux qui dirigent des laboratoires, ceux qui ont publié, c'est-à-dire ceux qui sont liés à l'industrie. Ceux qui, évidemment, sont... ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément malhonnêtes, ça peut arriver. Mais même s'ils sont honnêtes, idéologiquement, ils vont tous pousser au développement des techniques sur lesquelles ils travaillent. Donc c'est comme ça que se fait l'information de nos élus. Autrement dit, ils sont la cible des lobbies. En plus, comme ils sont qu'une quarantaine, c'est mieux que tout le Parlement, ça fait moins de monde. Pour les lobbies, c'est génial de travailler sur l'office parlementaire. Voilà. Et donc, il y a les conflits d'intérêts des experts qui, évidemment, faussent tout. Donc, nous, à Sciences Citoyennes, on a imaginé qu'il faudrait vraiment des législations, parce qu'il faut des choses quand même obligatoires, des repères dans les règles de vie en société. Par exemple, on a travaillé sur l'expertise, qui était une des raisons d'ailleurs de création de Sciences Citoyennes, l'expertise et l'alerte. C'est nous qui avons travaillé les premiers sur les lanceurs d'alerte. On a commencé en 2002 à la création de l'association. Et on a fait un projet de loi en 2010 qu'on a réussi à faire pousser jusqu'au Parlement, mais qui a été complètement défiguré, puisque pour nous, l'alerte, on parle beaucoup de lanceurs d'alerte actuellement, hein, mais les lanceurs d'alerte aujourd'hui, c'est devenu dans le monde financier. On ne parle plus des autres lanceurs d'alerte, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, de l'environnement, qui étaient les lanceurs d'alerte à l'origine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler dans le monde financier, mais c'est la même chose. Bon, mais il faut donc, on ne peut pas dissocier l'alerte et l'expertise. Parce que si on défend les lanceurs d'alerte, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont gentils, utiles à la société et qu'il ne faut pas leur faire de mal. C'est aussi parce qu'ils sont porteurs de quelque chose qui est très très important pour l'ensemble de l'humanité. Une alerte, c'est quelque chose de vraiment à prendre au sérieux. Donc ce n'est pas le lanceur d'alerte, c'est aussi l'alerte.
Donc nous, on pensait qu'on ne pouvait pas dissocier le lanceur d'alerte de l'alerte, c'est-à-dire de l'expertise. Parce que pour savoir si l'alerte est une fanfaronnade ou quelqu'un qui dit n'importe quoi parce qu'il n'aime pas son chef, ça arrive, hein. Mais pour savoir si c'est ça ou bien s'il y a un réel danger, il faut faire une expertise. Où sont les experts? Donc on a établi des règles pour l'expertise, qu'elles soient contradictoires, qu'elles soient faites par des gens qui ne soient pas en conflit d'intérêts. Alors en général, on tombe dans les retraités, parce que ceux qui sont en activité, c'est très rare s'ils sont compétents qu'ils ne soient pas en conflit d'intérêts, mais pourquoi pas des retraités? On peut prendre des étrangers si c'est un problème national. Bon, on avait étudié tout ça, mais ça a été complètement défiguré par le Parlement, et on proposait, nous, une haute autorité de l'alerte et de l'expertise, qui aurait été non pas un ensemble d'experts, mais qui aurait été une espèce de comité d'éthique, c'est-à-dire des gens réputés pour leur sagesse, bon, des gens des sciences humaines en particulier, des historiens, des anthropologues, des gens qui ont l'habitude de réfléchir au monde et à la vie humaine, et qui convoqueraient des experts de tous les bords pour leur demander un point de vue. Bon. Bref, tout ça a été refusé. Le deuxième projet de loi sur lequel on a travaillé, c'est sur les conférences de citoyens, où là, depuis 2006, on a travaillé. Pourquoi sur ce truc-là? Je dois dire que c'est un peu à cause de moi, parce que en 2002, je me suis trouvé président de la Commission française du développement durable. On pourra parler du développement durable si vous voulez, pour moi, ça... Bon, bref, j'ai été président de la Commission française, et à ce titre, nous avions organisé une conférence de citoyens sur le changement climatique. Ça s'appelait « Changement climatique et citoyenneté », c'est-à-dire comment les citoyens peuvent avoir un rôle à jouer sur le changement climatique. C'était en 2002 quand même, on avait un peu d'avance, et j'avais été épaté par la procédure des conférences de citoyens, en voyant en même temps qu'il fallait inventer les trucs parce qu'il n'y a rien d'écrit. Alors, la conférence de citoyens, c'est un outil qui a été inventé par le Parlement danois à la fin des années 80, qui a été mis en place en 1990. Les parlementaires danois, sûrement moins vaniteux que les Français, se sont dit on ne comprend rien aux technologies, donc le mieux, c'est d'avoir une procédure qui nous permettrait d'avoir l'avis de citoyens qui seraient informés par des experts. Donc leur truc était, leur schéma était assez simple. On tire au sort une quinzaine de personnes, c'est souvent au niveau national, donc sur les listes électorales par exemple, une quinzaine de personnes, on leur donne une formation complète et on leur demande de formuler un avis. Alors dit comme ça, c'est pas grand-chose. Il y en a eu des centaines dans le monde, si ce n'est des milliers. La première en France, c'était en 1998 sur les OGM, organisée par l'Office parlementaire dont je parlais. Et si j'ai le temps tout à l'heure, je vous donnerai des exemples des résultats de conférences de citoyens. C'est extraordinaire. Parce que même quand le protocole n'était pas bon. Or, il se trouve qu'à Sciences citoyennes, on a établi un bon protocole. C'est-à-dire qu'on a rationalisé la procédure, parce que comme je vous l'ai dit, une quinzaine de citoyens tirés au sort reçoivent une formation, discutent entre eux et formulent un avis. C'est un peu court. Donc nous, on a travaillé, on a analysé les expériences internationales, et avec des juristes et des sociologues, qui ne sont pas à Sciences citoyennes, mais qui ont travaillé avec nous, on a donc établi un projet de loi pour inscrire dans la loi ou dans la Constitution des conventions de citoyens. On a changé le mot, parce que conférence de citoyens, ça ne veut pas dire davantage que ce que je vous ai expliqué, mais s'il y a un protocole précis, on peut se permettre d'avoir un titre plus précis. Donc, convention de citoyens, c'est ce système, je vais vous en dire quelques mots, que nous avons imaginé et qui est assez extraordinaire. Alors, pourquoi on avait besoin de ça? Parce que quand on fait appel à la société, je disais tout à l'heure, les élus, ils ont au Parlement l'office parlementaire, bon, avec les experts. Mais il arrive quelquefois qu'un peu poussés par les réalités, ils sont obligés, parce qu'il y a des manifs, il y a des mouvements, ils sont obligés quand même de se dire on va demander à la société. Alors comment ils font? Schématiquement, il y a deux procédures utilisées. Il y a bon, d'abord, avant de dire ça, on appelle tout ça de la participation du public. Mais cette participation, c'est un peu n'importe quoi. Ça peut être de l'information, de la communication, de la consultation, de la concertation. Tout ça, pour les élus, c'est de la participation. Pour nous, à Sciences citoyennes, la participation, c'est quand les gens qui ont été impliqués, les citoyens en l'occurrence, vont émettre une idée dont on va tenir compte. Autrement, c'est du blabla et c'est vraiment se foutre du monde.
Donc il y a des leurres démocratiques, ce que j'évoquais tout à l'heure, des leurres, comme on met devant la grenouille un chiffon rouge, qui se développent, qui existent tout le temps, qui sont essentiellement le débat public. Le débat public, c'est pas de débattre avec du public, c'est un truc codifié. Le débat public en France, c'est inscrit dans la loi. C'est la seule procédure justement de participation qui soit codifiée. Elle est dans la loi. Et le débat public, ça consiste, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou participé à ça, ça consiste pour les grands débats à ouvrir un site internet dans lequel les gens peuvent porter toutes leurs idées. Donc il y a 2-3 000 personnes à chaque fois qui vont dire voilà ce que je pense, ou bien qui vont dire c'est où la réunion, ça compte comme quelqu'un qui a participé au débat public. Et puis il y a des réunions en salle où il y a des experts derrière un bureau, et puis les gens peuvent leur poser des questions. Et c'est-à-dire un peu comme un débat à la télé, quoi, sauf que c'est ouvert théoriquement à toute la population. Alors on dit c'est vachement démocratique parce que tout le monde peut participer. Voilà. Mais au bout du compte, ça ne mène pas à grand-chose, parce que même, il y a quand même la Commission nationale du débat public, qui est un organisme officiel qui gère ces débats, qu'en fait plusieurs dizaines par an. Eh bien, elle nomme un rapporteur pour une commission particulière de débat public sur un thème particulier qui a lieu. Elle nomme un rapporteur, et ce type-là, il a la difficulté de faire un bilan. Comment voulez-vous faire un bilan? Vous avez 2, 3, 4 000 personnes qui ont mis truc un peu comme ça, impulsif sur Internet. Vous en avez d'autres dans la salle qui ont poussé des coups de gueule. Vous en avez qui ont fait des discours. Comment vous pouvez arriver à savoir ce que pense la population, puisque c'est ça le but? D'abord, vous ne pouvez pas doser chaque idée ce qu'elle représente dans la population. Ça veut dire qu'un groupe, par exemple, un groupe lobbyiste, peut très bien intervenir sur Internet et dans les salles pour occuper la moitié du temps alors qu'il représente 3 personnes. Pourquoi pas? C'est possible. Et puis, vous pouvez avoir des idées qui n'apparaissent pas. Bon, bref, on ne peut rien tirer de ça. Et l'autre leurre démocratique, ça a été inventé par Sarkozy, c'est les Grenelles. Donc, il y a eu ce fameux Grenelle de l'environnement, où là, on réunit des parties prenantes, c'est-à-dire des industriels, des associations, des syndicats et des fonctionnaires régionaux qui vont discuter d'un problème. Alors, c'est déjà un peu plus constructif en ce sens que ça arrive à un texte commun où ils se sont mis d'accord. Mais par exemple, au Grenelle de l'environnement, les industriels, ils sont venus la première fois, ils ne se sont pas emmerdés, ils ne sont pas revenus, ils se sont dit, on verra quand le texte passera à l'Assemblée. Effectivement, ils ont bien fait, ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Et alors, pour montrer comment c'est des leurres, ces trucs-là, à propos du Grenelle de l'environnement, Sarkozy avait dit « Ce que vous déciderez, je le ferai ». Merveilleux. Et à propos des débats publics, là, je vais vous citer son ministre, de Villepin. En 2005, il y a eu un débat public sur la construction de l'EPR à Flamanville, truc dont on reparle encore et qui ne marche toujours pas bien, qui ne marche pas du tout d'ailleurs. Donc c'était en 2005, il y a eu un grand débat public national sur l'EPR. Et au moment où le débat commençait, un débat public, ça dure plusieurs semaines, hein, au moment où il commençait, le Premier ministre de Villepin a fait un discours où il a dit, écoutez bien cette phrase, « Au vu des résultats du débat public en cours, j'ai décidé de construire l'EPR à Flamanville. » Au vu des résultats du débat public en cours. Un truc à inscrire en lettres d'or. C'est extraordinaire. Ça montre comment on se moque du monde. Le truc n'avait pas démarré. Bon. Donc, alors on pourrait dire aussi, citer François Hollande en 2016, quand même, à propos de Notre-Dame-des-Landes. Ça, on pourra l'analyser un peu plus tard, parce que ce n'est pas encore passé. Mais le référendum qu'il organise donc dans 2 mois, s'il y a un non au référendum, Notre-Dame-des-Landes sera abandonnée. Bon, on verra. Enfin, il s'arrange pour qu'il y ait un oui quand même. Parce que c'est ça aussi. Le problème du référendum, il faut que j'en dise un mot dans la démocratie quand même. Moi, je ne suis pas du tout un partisan du référendum. Bon, il y en a un qui a été bien, c'était en 2005 sur la Constitution européenne. Non, il n'a pas été bien à cause du résultat. Bien sûr, moi j'ai voté non. Mais ce n'est pas ça qui fait dire qu'une procédure est efficace, est objective ou pas. Non. Il a été bien parce qu'on en a parlé pendant 6 mois à peu près. Sur toutes les chaînes de télé, sur les radios, dans la presse, dans la rue, partout, tout le monde parlait de ça, à la machine à café dans les entreprises, les gens parlaient du référendum. Autrement dit, ils savaient de quoi ça retourne.
Et finalement, surprise, ils ont voté non. Alors vous savez ce qu'on en a fait après, ça c'est autre chose. Ce n'est pas forcément que la procédure est mauvaise, mais je pense qu'elle est mauvaise, parce que d'abord, un référendum, il faut répondre par oui ou non. Or, aujourd'hui, les problèmes sont tellement complexes qu'une réponse en oui ou non, c'est une simplification extrême. On pourrait très bien répondre, dans telles conditions, ce serait pas mal, sinon il faudrait que... C'est ce que fait la Convention de citoyens, je vais vous parler après. Donc il n'y a pas de réponse binaire à des problèmes complexes. En plus, tous ceux qui s'expriment dans un référendum ne sont pas forcément des gens qui savent de quoi ils retournent. Ils ne sont pas forcément informés. On ne fait pas passer un examen, un QCM, pour savoir est-ce que vous connaissez le problème avant de vous expliquer. C'est un peu vrai d'ailleurs pour les élections, hein. C'est pour ça qu'on arrive à des trucs aberrants où on voit le Front National qui se trouve en tête assez facilement parce que les gens ne se rendent pas compte que ça va contre leur propre intérêt. Quand les gens votent contre leur intérêt, c'est assez dramatique, ça veut dire que la procédure n'est pas bonne. Et puis, quand c'est un référendum local, ça va être le cas de Notre-Dame-des-Landes, puisqu'il n'y a qu'un département qui a le droit de choisir, alors que c'est un problème d'environnement, et qu'un avion qui va polluer en Micronésie et partout. Donc, il y a un problème on pourrait dire, d'intérêt local par rapport à l'intérêt général de l'humanité. Et il n'y a plus de problèmes maintenant qui dépendent seulement localement, même si ça peut influer davantage localement. Par exemple, les conventions de citoyens ou les conférences de citoyens, parce que la convention, c'est le mot qu'on utilise à Sciences citoyennes, mais il n'est pas encore homologué puisque ce n'est pas légalisé. Mais les conférences de citoyens qui sont organisées quelquefois, la dernière, c'était sur l'enterrement, on a dit l'enfouissement des déchets radioactifs, le truc à Bure. Donc il y a eu un débat sur CIGEO, qui est le programme pour enfouir à 600 mètres de profondeur, dans des couches d'argile, les déchets nucléaires hautement radioactifs pendant des millénaires. Donc les citoyens qui étaient là ont posé plein de questions intelligentes et tout, et finalement ils n'ont pas voulu répondre. Ils ont dit, les experts n'ont pas su répondre à nos questions. Par exemple, pendant combien de temps l'argile peut être assez imperméable pour que les nappes phréatiques ne soient pas polluées? Des questions comme ça. Eh bien, il n'y a pas de réponse. Donc ils ont dit, écoutez, revoyez votre copie, révisez, et quand vous saurez répondre à nos questions, on est prêt à revenir pour donner un avis. C'est la première fois qu'une conférence de citoyens ne donne pas d'avis. Mais à mon avis, c'est un avis. Ils ont donné l'avis qu'on se moquait d'eux et qu'on faisait n'importe quoi et qu'on n'avait pas de certitude. Donc je disais simplement, je citais ce débat CIGEO pour dire que pour la première fois, étant donné que c'était théoriquement local, c'était dans la Meuse, donc il était prévu par le gouvernement qu'il y ait des gens du coin, de 1 ou 2 départements. Et finalement, les organisateurs de la conférence de citoyens ont exigé qu'il y ait une partie, un tiers à peu près, de gens d'autres régions de France. Parce que les déchets radioactifs, ça concerne tout le monde. S'il y a une pollution des nappes aquifères, ça va aller très très loin, en Allemagne et ailleurs. Donc il y a eu des gens qui n'étaient pas de la région. Bon, vous voyez, ça ouvre des perspectives, en particulier pour Notre-Dame-des-Landes. Moi, c'est mon point de vue pour régler le problème de Notre-Dame-des-Landes. C'est une conférence de citoyens qui comporte la moitié peut-être des gens des 2 ou 3 départements concernés directement, et puis une autre moitié de gens qui seraient pris ailleurs. Pourquoi pas avec 1 ou 2 étrangers dans les pays qui souffrent le plus du réchauffement climatique, par exemple. Bon, j'en reviens à la procédure, quand même. Cette procédure de convention de citoyens, je vous ai dit, elle est la suite de ce que les Danois ont inventé en 1990. Et à partir des exemples, des centaines d'exemples qu'on a pu analyser, on a donc imaginé une procédure qui est très bien codifiée dans notre projet de loi. Mais hélas, l'Assemblée ne s'est pas emparée de notre projet de loi, il y a toujours des priorités. Et alors, comment ça marche concrètement? C'est-à-dire un institut de sondage, hein, la Sofres, un machin comme ça, qui n'a aucun intérêt pour l'une ou l'autre solution, mais qui techniquement est compétent pour construire un groupe de citoyens. On va lui demander de construire un groupe de citoyens d'une quinzaine de personnes, et pour ça, ils vont tirer au sort sur les listes électorales nationales. Ils vont tirer à peu près 200 personnes. Parce qu'après, on demande aux gens s'ils veulent bien faire. Et il y en a un tiers seulement qui accepte. Un tiers, bon, c'est le cas en tout cas pour celle que j'avais co-organisée sur le changement climatique en 2002, c'était un tiers. Donc vous vous retrouvez avec 60 personnes qui acceptent parce que ce n'est pas payé.
c'est pas payé, c'est aussi une règle qu'on a mis. Aujourd'hui, les conférences de citoyens payent les citoyens. C'est très très mauvais, parce que vous avez des dérives très graves. Par exemple, j'en ai connu une, c'est la ville de Paris qui avait fait une conférence de citoyens sur les ondes dans les bibliothèques, dans les crèches et tout, sur l'effet des Wi-Fi. Et pour ne pas s'embêter à chercher trop loin, l'Institut de sondage qui devait trouver les 15 citoyens, il a recherché sur des listes de gens qui sont prêts à tester des produits dermatologiques. Vous savez, il y a des listes comme ça de volontaires. On leur donne 150, 200 euros, on leur met une pommade, ça fait une rougeur. Bon, et il y a des gens qui arrivent à vivre de ça, misérablement, mais bon. Et alors, ils ont cherché là-dedans. Et la moitié des citoyens de la conférence, c'est-à-dire 7 ou 8, c'était des gens qui venaient de là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'une part, ils n'ont pas le même zèle que des gens qui acceptent la tâche de façon bénévole, mais ça a été plus loin. Ils ont demandé des heures supplémentaires parce que ça avait dépassé le temps qui était prévu. Donc vous voyez qu'on en arrive vraiment à une marchandisation de la démocratie, une commercialisation qui est un truc dramatique. Donc nous, on pense que ça doit être des bénévoles. Alors ça veut dire, vous avez tiré 200 personnes, il n'y en a que 60 qui sont prêts à perdre 3 week-ends, parce que c'est long, 3 week-ends pour travailler pour le bien commun. Bon, à partir de ces 60 personnes, l'Institut de sondage va en sélectionner 15 de façon à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, à ce qu'il y ait tous les corps de métier, les âges, un tas de trucs comme ils ont l'habitude de faire, les catégories socio-professionnelles, ça s'appelle, pour avoir le plus de diversité possible dans le groupe. Et on arrive à faire des groupes vraiment très divers avec seulement 15 personnes. Et puis, ils vont aussi poser des questions aux gens pour savoir s'ils ont déjà un avis sur la question qui est à résoudre dans la conférence de citoyens. Et ceux qui ont déjà un avis, on ne les prend pas. Ah, vous allez dire, c'est con. Non, on ne les prend pas parce que l'idée, c'est d'essayer le plus possible d'avoir un groupe qui soit vierge d'influence. C'est-à-dire des gens dont on sait qu'ils ont un intérêt puisqu'ils sont d'accord pour perdre leur temps sans être payés, mais en même temps, ils n'ont pas encore d'avis, donc ils n'ont pas encore été abusés par une position ou une autre. Donc ça existe des gens comme ça, mais qui peuvent être volontaires pour aller plus loin. Et ça, c'est précieux. Donc choisir des gens qui n'ont pas, d'une part, qui n'ont pas d'avis et qui n'ont pas d'intérêt particulier. Par exemple, si vous faites une conférence de citoyens sur les centrales nucléaires, vous n'allez pas prendre l'épouse d'un ingénieur du CEA, parce que ça contamine un peu dans la famille et ça peut changer. Donc vous allez prendre des gens qui n'ont aucune relation avec le sujet, mais qui ont la volonté d'apprendre et de prendre un avis. Donc vous voyez, ça c'est un certain travail quand même, hein. Donc ces gens-là vont être complètement informés. Alors ça c'est le gros point. Jusque-là, l'information qui est donnée dans les conférences de citoyens, c'est de dire on fait venir tous les gens qui sont passés à la télé, qui ont écrit un bouquin. Bon, mais tout ça, c'est pas forcément une information objective. Il faut faire venir les points de vue différents, mais il faut arriver à peser un peu tous les points de vue. Et nous, on a inventé un truc. Le comité d'organisation de la conférence de citoyens crée un comité de pilotage d'une dizaine de membres, ces membres étant connus pour avoir des positions variées sur le sujet traité. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent être des représentants de l'industrie, qui peuvent être des représentants d'une association qui se bagarre contre un truc, qui peuvent être un chercheur, un universitaire, qui ont déjà exprimé un point de vue. Ils sont connus dans la société pour ça. Et ces gens-là, on les met ensemble et on leur dit « débrouillez-vous », mais il faut que d'ici 15 jours, vous ayez établi le programme de formation des citoyens au consensus. C'est-à-dire que chacun va laisser un peu de ce qu'il voudrait faire passer, faire des concessions aux autres, pour arriver au programme le plus objectif possible. Pourquoi le plus objectif? Parce que c'est un programme consensuel établi par des gens qui sont en désaccord. On ne peut pas trouver mieux comme objectivité. Donc ça, c'est un pas qu'on a fait, je crois, assez important. En plus, alors on a mis dans notre projet de loi que les week-ends de réunion des citoyens doivent être espacés pour qu'ils aient le temps de réfléchir. On leur donne aussi des cahiers d'acteurs, c'est-à-dire que toute personne ou toute association, groupe, n'importe quoi, qui veut contribuer à cette conférence de citoyens peut envoyer un document, film, texte,
et que le même comité de pilotage, toujours composé de personnes pas d'accord entre eux, va sous-peser pour ne pas donner une tonne de documents, mais arriver à répartir pour que tous les points de vue arrivent aux citoyens. Et puis va commencer cette conférence de citoyens dans un lieu forcément, j'allais dire secret, en tout cas tranquille, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des influences. Si vous dites ça va se passer à l'hôtel machin tel jour, vous allez avoir d'une part tous les journalistes, c'est un peu gênant au début, mais vous allez avoir aussi les porteurs d'intérêt qui vont essayer de coincer les citoyens pour parler avec eux. Il n'y en a qu'une quinzaine, c'est assez facile. Donc ça se passe de façon très discrète au début, tant qu'ils n'ont pas rendu leur avis. Donc les deux premiers week-ends, les citoyens vont avoir cette formation par des experts qu'on leur a imposés, on pourrait dire, et qui vont interroger, et ils vont avoir tous les points de vue. Ça va être espacé, au bout de 2 mois, après ces 2 week-ends, ils auront assez de savoir pour se dire « mais il nous manque quelque chose ». Et il manque toujours quelque chose qu'on ne peut pas réfléchir pour eux. C'est le groupe de citoyens lui-même qui dit « mais il nous faudrait un psychanalyste, par exemple, pour ça. Il nous faudrait un économiste pour ça. Il nous faudrait un curé. Il nous faudrait... » Bon, et ils trouvent quelqu'un, et eux-mêmes demandent qu'on leur fasse venir, pour le 3e week-end, des gens qui vont interroger et qu'ils ont choisi eux-mêmes pour parfaire leur formation. Et entre-temps, bien sûr, ils discutent. Au cours de ces week-ends, ils discutent, ils sont très bien accueillis. Ça fait partie du protocole. On ne peut pas mettre des citoyens qui donnent leur temps comme ça, qui font des efforts, dans des conditions misérables. Nous, on les avait accueillis pour la conférence de 2002 à l'abbaye de Royaumont, un endroit très chic, avec un traiteur qui venait. C'était super. Et il faut que ce soit comme ça, qu'ils aient l'impression que la République les prend au sérieux et que donc ils ne travaillent pas pour rien. Mais il faut aussi, pour qu'ils soient sûrs de ne pas travailler pour rien, qu'il y ait un engagement des politiques de prendre en compte leur avis. Et pour ça, il faut, d'une part, que la procédure soit inscrite dans la loi, sinon elle pèse rien, et donc que les politiques se soient engagés, finalement, à prendre en compte. Mais ça veut dire quoi, prendre en compte? Alors là, c'est la difficulté. Vous ne pouvez pas demander à des élus de suivre aveuglément l'avis de citoyens qui sont rien, qui ne sont pas représentatifs, qui ont été tirés au sort. Donc les élus ont le droit de refuser. Mais ce qu'on a mis dans notre projet de loi, c'est que pour toute conférence, toute convention de citoyens, il doit y avoir un débat parlementaire transparent où chaque contradicteur avec l'avis des citoyens, chaque élu donc, sera obligé nominalement de dire « moi, je n'accepte pas tel ou tel point de l'avis », puisque comme je disais tout à l'heure, l'avis, ce n'est pas oui ou non. En général, ils découpent ça en 7, 8, 20 morceaux, les citoyens eux-mêmes, leur avis. Ils découpent des points et ils discutent et ils votent. Ils votent et ce n'est pas forcément consensuel. On peut très bien trouver qu'ils sont moitié-moitié. Alors à ce moment-là, ça donne toute liberté aux politiques de décider, puisqu'on voit que c'est partagé. Mais quand ils sont tous d'accord sur un point, ou quasiment, alors ça devrait obliger l'élu à prendre en compte. En tout cas, il se serait inscrit dans la transparence et il serait responsable à l'avenir de tout ce qui peut arriver s'il a contredit l'avis des citoyens. C'est ça notre idée, puisqu'on ne peut pas rendre l'avis des citoyens carrément exécutoire. Donc voilà, alors il y a eu des critiques sur ça, on dit ouais, les effectifs, 15 personnes, c'est rien du tout. Au moins dans les débats publics, il y a 2000 participants. Bon, vous pouvez avoir 1 million de participants, si c'est mal foutu, le résultat n'aura aucun sens. Il faut avoir un bon protocole avec 15 participants qui n'aient pas d'intérêt particulier et qui aient envie de travailler à la question. C'est certainement beaucoup plus productif et je pourrais vous en donner des exemples. Alors on dit aussi, ça c'est marrant, parce que moi j'ai fait un peu le tour j'ai vu pas mal de députés, sénateurs pour essayer de les persuader. Ils m'ont tous dit c'est génial votre truc, c'est vachement bien, il faut qu'on se revoie, voilà ma carte. Mais vous pouvez vous rappeler, il n'y a plus personne. Voilà, mais ils ont tous trouvé ça bien. Il n'y a qu'un truc qui disait quand même, vous êtes sûr que les gens sont vraiment compétents pour pouvoir décider? Alors les chercheurs aussi ont la même attitude. C'est extraordinaire parce que quand on vote le suffrage universel, on estime que tout le monde est compétent pour élire Tartampion. Et pourquoi il ne serait pas compétent pour autre? Et la différence, c'est que le suffrage universel, il n'y a pas de formation. Là, il y a une formation. Et on en arrive, tout à l'heure on évoquait l'humanitude, qui est dans le titre de mon dernier livre. C'est le mot que j'ai donné pour qualifier une qualité humaine qui est rare, mais qui est chez tout le monde, qui est cachée. On la voit apparaître dans les conventions, dans les conférences de citoyens, même si ce n'est pas des conventions bien faites. Et ça, tous les sociologues
dans le monde entier qui travaillent sur la démocratie technique, par exemple, ont décrit, ils n'ont pas appelé ça l'humanitude, mais ils ont été surpris de voir à la fois le niveau de compétence, d'intelligence collective qui se développe dans un groupe de gens qui sont prêts à donner leur temps pour le bien commun, mais aussi l'empathie, l'altruisme, c'est-à-dire que les gens ne vont pas défendre leur personne, leur famille, leur région, mais ils vont, par exemple, penser aux gens du Sud. Dans tous les avis des conférences de citoyens passées, vous avez des trucs sur les générations futures, sur les gens du Sud, que jamais un expert occidental ne viendrait mettre dans son argumentation. Ils vont beaucoup plus loin. Et c'est ce mélange-là, à la fois d'intelligence collective et d'empathie collective aussi, que j'ai appelé l'humanitude. Et je me suis interrogé, mais cette humanitude, elle apparaît à tous les coups dans les conférences de citoyens. Elle apparaît toujours. Et je crois que ça ressemble un peu à ce qu'on voit apparaître dans les grandes grèves, par exemple. Les grèves un peu dures, où les gens se bagarrent et c'est vraiment... il y a un enjeu terrible. Ils ont à la fois l'imagination, ou qu'on voit apparaître en mai 68, pour ceux qui ont vécu ça, ça fait longtemps, l'imagination au pouvoir, avec des slogans, des trucs, des idées d'action assez extraordinaires. Et puis, en même temps, l'empathie pour les gens. 68, dans le métro, tout le monde s'embrassait, se serrait la main, on était tous frères. Bon, alors c'est une illusion, une utopie, mais c'est assez formidable de vivre ça. On a pu vivre ça aussi, je sais pas, moi je l'ai vécu sur le Larzac, dans la grande manif de 73, je crois, la grande manif de l'IP à Besançon, pour les plus vieux d'entre vous qui étaient par là. Enfin, il y a des moments où ça apparaît. Et, or, on peut créer l'humanitude à volonté dans une convention de citoyens. C'est quand même un truc extraordinaire, parce qu'en même temps, on se dit, mais on a là quelque chose, on peut tirer le meilleur de l'humain, qui est toujours caché, ou presque toujours caché, on peut arriver à le sortir de tout le monde, pourvu qu'il soit volontaire. Pour les autres, je ne sais pas, les gens qui n'acceptent pas d'aller à une convention de citoyens, je suis sûr que ça doit exister, ces qualités, mais que peut-être on ne pourrait jamais les sortir. Mais au moins pour un tiers de l'humanité, on peut le sortir. Mais c'est formidable. C'est formidable parce que moi qui ne suis pas un optimiste convaincu, je dois dire d'avoir découvert ça, ça m'a donné quand même, je ne sais pas, ça m'a fait un choc de croire que l'humain vaut beaucoup mieux que ce qu'on en voit. Je ne suis pas catho, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas croyant. Donc pour moi, ça a été un truc, ça a été un choc positif. Et en même temps, je me dis, mais alors, au jour le jour, quel gâchis d'humanité, hein, d'humanitude ou d'humanité, quand les gens sont là, arrivés à leur truc, fermés chacun dans leur milieu, à défendre leur tambouille. Mais quel gâchis, l'humanité vaut beaucoup mieux que ça. Donc, ça pose vraiment beaucoup de questions. Et ce n'est pas une invention à moi, c'est quelque chose, je vous dis, vérifié par tous les sociologues qui ont travaillé là-dessus. Et je pourrais vous en donner des exemples dans ce qu'on a fait en France, dans les conférences de citoyens. Donc, à partir de là, je me suis dit assez récemment, il y a 2 ans, 3 ans, mais finalement, les conférences de citoyens, elles ont été toujours utilisées pour des problèmes technologiques. Comment on va accepter ou refuser une technique, comment on va l'adapter. Mais pourquoi limiter ça? Surtout que je commençais à avoir l'idée que l'humanitude était un bien très précieux. Si on peut faire naître cette qualité-là, pourquoi réserver la procédure à des problèmes technologiques? Pourquoi pas l'utiliser dans des problèmes de bioéthique, voire dans des problèmes politiques, carrément? Tous les débats qui sont discutés à l'Assemblée pourraient très bien passer par des conventions de citoyens. Et donc, toutes les controverses, quoi, sociétales, comme on dit aujourd'hui, ou politiques. Donc, j'en suis arrivé à une critique assez radicale de la démocratie représentative, c'est dans mon bouquin sur l'humanitude, en critiquant, bon, j'ai rien inventé, il y en a d'autres qui l'ont dit, mais on ne le dira jamais assez, les prérogatives énormes des élus qui les coupent complètement de la société, qui les amènent à croire qu'ils sont finalement autre chose que les représentants du peuple, qui sont nos dirigeants. Non, on n'a pas de dirigeants. On a des représentants, c'est-à-dire des gens qui sont là pour notre bien, parce qu'on leur donne mission d'exécuter un programme pour lequel on les aurait élus. Bon, vous avez vu surtout récemment qu'ils font exactement le contraire. Et on en arrive donc à ce que certains ont appelé une monarchie élective. C'est ça qu'on vit actuellement. Des gens qui sont entre eux, d'ailleurs droite ou gauche, ça ne change pas grand-chose,
mais une monarchie élective, qui sont élus, qui sont réélus, et qui sont... Il y a quelque chose d'assez extraordinaire d'ailleurs, c'est que, on peut dire, est-ce que le suffrage universel suffit à la démocratie? Moi, je crois que non. Par exemple, on vous dit, tel pays, ah bah c'est démocratique, il y a des élections libres. Voilà. Bah, oui, c'est indispensable, des élections libres, mais est-ce que ça suffit pour faire démocratie? Pas du tout. Une des preuves qu'on a, c'est vous avez un élu, par exemple, qui a une casserole, une grosse casserole économique, par exemple, qui a tapé dans la caisse, c'est de la meilleure façon pour qu'il ait une garantie d'être élu. Ça a toujours marché. Il se représente aux élections, ça passe. Donc ça veut dire que tout est faussé, que les gens, c'est pas avec l'humanitude qu'ils votent, c'est avec autre chose. C'est qu'on arrive à les persuader que oui, c'est que les autres sont méchants avec votre élu régional et qu'il faut le défendre, on est tous frères, et puis voilà. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, pourquoi est-ce que... Enfin, d'abord, ces conventions de citoyens, on pourrait les utiliser, d'une part, beaucoup, pour les grands projets de recherche, je l'ai dit, ça on reste là dans la technologie. Peut-être un truc qui n'a jamais été fait dans aucun pays, pour les budgets, je l'évoquais tout à l'heure, agriculture biologique ou bien OGM, mais il y a un tas de trucs comme ça. Les grands secteurs d'orientation de la recherche, pourquoi est-ce que c'est les politiques poussés bien sûr par les lobbies industriels qui vont décider de ça? La société pourrait très bien en décider par le biais de conventions de citoyens. Et puis des problèmes de société qui pourraient être réglés de cette façon. Alors, je vous donnerai peut-être dans la discussion des exemples de conventions de citoyens parce que je voudrais qu'on ait le temps de discuter. Là, je voudrais venir simplement à quelques idées plus générales. Un reproche qui est fait aux conventions de citoyens, c'est de dire « Ah oui, mais alors qu'est-ce que tu fais avec les syndicats, les partis politiques, les associations ?» Mais on en a besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une convention de citoyens, c'est le moment décisionnel. C'est pas du tout, c'est pas de l'éducation populaire. C'est pas de la préparation à quelque chose. C'est le moment où il faut répondre à une question qui se pose dans l'urgence. Donc ça n'a rien à voir avec le travail que font tous les jours les syndicats, les associations, les partis politiques, qui est un travail de fond indispensable. C'est le bruit de fond qui va d'ailleurs influencer forcément les citoyens, qui vont être dans les jurys de citoyens. Donc, ça c'est un point qui est quand même important. Je crois qu'il faut distinguer l'activisme quotidien, les mobilisations, les débats qu'il y a dans la rue, comme ce soir, qui sont toujours indispensables. Il faut les distinguer du moment de décision qui se prend toujours en catimini, tout en haut, par les députés, ou bien au niveau régional, ou bien ça dépend du niveau, et qui concerne le bien collectif. C'est-à-dire, parce que par exemple, moi, il y a des types qui m'ont dit, des gens de Greenpeace ou des Amis de la Terre, qui m'ont dit, mais ton truc, c'est bien, mais pourquoi est-ce que tu vas demander à des gens qui connaissent rien, surtout que je leur ai dit on va les choisir comme ne connaissant rien. Pourquoi tu vas demander à des gens qui connaissent, alors que nous on connaît, t'as qu'à nous demander? Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la différence entre le militantisme indispensable pour remuer la société tous les jours et la préparer à quelque chose, et le moment de la décision. Et la preuve, c'est que si on voulait mettre, si on met les Amis, pourquoi on mettrait les Amis de la Terre plutôt qu'une autre association par exemple? Les associations ne sont pas forcément complètement d'accord, quelquefois même elles sont en divergence sur des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on est une association qu'on représente le bien commun. On représente un courant d'idées, et c'est très bien, mais ce n'est pas forcément le bien commun. C'est pareil pour les partis politiques ou les syndicats. Donc, qu'est-ce que c'est que le bien commun? Ah, ça c'est une question grave. Alors on pourrait dire, c'est ce qui convient à la majorité des gens. Bon, mais moi j'ai une définition simple, depuis que j'ai travaillé sur les conventions de citoyens. Le bien commun, c'est ce que les citoyens ont déterminé comme bien commun dans une convention de citoyens. Voilà. Parce que c'est assez formidable, je vous assure. Quand les gens comme ça réfléchissent ensemble, je parlais d'intelligence collective et d'empathie, mais on en arrive à une définition de ce que serait le bien commun sur le problème traité. Pas sur tout ce qui peut arriver, mais sur le problème traité. Alors il y a des résistances des pouvoirs, évidemment, aux changements qui sont proposés, pas seulement par ce que je raconte là, mais un tas de trucs, je ne sais pas, le revenu universel, sur lequel on pourrait discuter d'ailleurs. Moi, je ne suis pas très chaud, mais enfin, bref. Ce que je crois, c'est que, parce qu'on me dit, ouais, d'accord, tu te bagarres, tu te donnes du mal pour ça, mais tu vois bien que ça ne suit pas, qu'en général, les salles comme là sont plutôt conquises par ces idées-là, mais que c'est vrai que c'est en haut que ça se décide, que c'est jamais dans les programmes électoraux, les sujets dont je viens de parler là. Donc,
Moi, je crois quand même que c'est utile de discuter de ça pour préparer le moment où il va y avoir forcément un chambardement. On ne peut pas imaginer que la société va continuer comme ça. J'espère que le chambardement ne sera pas violent, qu'il sera plus intellectuel. Mais bon, ce qui se passe actuellement place de la République, c'est tout petit. Mais c'est quand même, et ça se passe ailleurs en province, il y en a sûrement à Montpellier, il se passe quelque chose. Et on peut imaginer que si ça monte, si ça se rejoint, si la sauce prend un peu, ce serait dommage que ça finisse comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on va renouveler les têtes, on va revoter pour des gens qui vont dire « moi, je vais vous apporter ceci, cela ». Non, il faut changer les règles du jeu. Et pour changer les règles du jeu, il faut avoir une caisse à outils prête. Moi, je travaille à la caisse à outils, à la boîte à outils. Et les conventions de citoyens, ça fait partie de la boîte à outils. Mais je vais vous donner quelques autres exemples qui pourraient d'ailleurs servir dans ce qu'on a proposé tout à l'heure, que vous ayez des groupes. Moi, je ne veux pas vous imposer des groupes de travail sur des sujets que j'ai décidés, hein. Mais j'ai mis là 7 ou 8 propositions auxquelles je crois et qui pourraient nous amener à une démocratie réelle. Et qui sont des propositions qui ne sont jamais discutées jusqu'à maintenant. Là, actuellement, les politiques, même à droite, commencent à se rendre compte que ça ne marche plus. J'entendais ce matin Ramayad qui disait la même chose que hier Kosciusko-Morizet, qu'avant-hier l'autre, c'est-à-dire il faut aller vers la société. Et ça veut dire quoi? Il faut aller vers la société, il faut parler aux citoyens, il faut demander l'avis des citoyens. C'est la participation dont je parlais tout à l'heure. Il faut les informer, quoi. Et puis après, on fait ce qu'on veut. Alors voilà, moi, ce que je propose. Premièrement, tout candidat à une position dirigeante est demandeur de pouvoir. Donc, il est suspect de dérive autocratique. C'est important, ça, quand même. Je ne l'ai pas inventé, c'était déjà dans la Révolution française, hein. Et donc, le tirage au sort parmi des gens qui ne soient pas candidats, on voit actuellement le tirage au sort commence à prendre un peu. Mais souvent, on demande des candidats pour faire un groupe dans lequel on va tirer au sort. C'est foutu. Vous n'avez que des gens qui ont de l'ambition. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut tirer au sort parmi des gens qui n'ont rien demandé, et après, vous leur demandez s'ils veulent bien assumer le boulot. C'est complètement différent comme démarche. Donc voilà une première proposition, de préférer le tirage au sort à l'élection. Je sais bien qu'au bout du compte, il faut pouvoir nommer quelqu'un qui soit représentant de la population, des citoyens, et qui se trouve donc en position de responsabilité. Mais il faut faire ça le moins possible. Et chaque fois que possible, il faut au contraire tirer au sort les gens qui seraient donc tous les citoyens qui acceptent la fonction au service de l'intérêt commun et qui peuvent devenir compétents, comme j'ai dit tout à l'heure, dans tous les domaines. Vous savez, il y a eu des enquêtes, il y a eu des sondages pour voir comment nos élus de la République, au niveau national, donc les députés et sénateurs, il a été montré par des enquêtes qu'ils étaient moins compétents que les citoyens sur plein de problèmes. Des problèmes sur lesquels ils décident. Des problèmes en particulier, les OGM, le nucléaire, les nanotechnologies, ils connaissent rien. Ça a été montré par des sondages. Ils ont été interrogés, on a interrogé les gens dans la rue. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais il y en a plutôt moins. Donc il y a des gens qui savent dans la société. Mais en plus, dans ces procédures, les gens peuvent apprendre, alors que les députés n'ont pas d'obligation d'apprendre. C'est un peu dommage. Donc voilà le premier truc, avec à la clé, puisqu'il faut quand même élire des représentants pour avoir des figures. C'est vrai comme ça dans la démocratie représentative telle qu'on la vit depuis quelques siècles, parce que c'est un truc nouveau quand même, d'élire des gens. Mais on pourrait imaginer qu'on s'en passera à l'avenir, qu'on aura appris la vraie démocratie. En tout cas, pour le moment, il faut faire ça. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait des mandats impératifs. C'est-à-dire, il faut que les représentants élus soient élus sur des choses claires, et ça va être le point que je vais développer après. Toute assemblée désignée pour représenter les citoyens, que ce soit par élection ou tirage au sort, mais enfin c'est par élection aujourd'hui, doit être assortie d'un contre-pouvoir. Par exemple, vous avez, on a deux assemblées au sommet de la France. On a les députés et on a les sénateurs. Les députés, c'est élu au suffrage direct. Les sénateurs, c'est un truc un peu alambiqué, mais ils sont élus aussi. Pourquoi avoir deux groupes élus qui finalement jouent plus sur la rivalité d'appartenance politique que sur le bien commun? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une assemblée élue, les députés, et puis remplacer le Sénat par une assemblée tirée au sort? Une assemblée populaire de gens qui seraient tirés au sort, qu'on changerait, on ne leur donnerait pas un salaire de 23 000 € comme les autres, hein,
et qu'on changerait tous les ans, par exemple, et qui serait aidé par tous les fonctionnaires parlementaires qui existent. Il y a beaucoup de fonctionnaires là-bas, qui peuvent très bien aider les gens à apprendre comment on rédige un texte, comment, ainsi de suite. Donc, voilà une proposition claire. Pourquoi ne pas avoir un Sénat tiré au sort qui contrôlerait, parce que ce sera le but, et c'était ça le but au début dans la Constitution. Le but du Sénat, c'est de contrôler l'Assemblée nationale. Ben, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc il n'y a personne pour contrôler l'Assemblée nationale. Bon, on pourrait avoir une Assemblée tirée au sort, et moi je fais confiance là à des gens tirés au sort pour être assez vigilants et assez méchants avec les députés, et qu'on pourrait avoir beaucoup plus confiance. Alors, une autre idée, et ce serait pareil pour le Conseil régional, par exemple. Hein. Pour plein d'institutions comme ça importantes, on peut avoir des élus et puis des tirés au sort, dont la fonction est de contrôler les élus, pour vérifier qu'ils font bien comme ils ont dit qu'ils allaient faire avant d'être élus. Et tout représentant du peuple doit accepter le contrôle continu de sa mission. C'est-à-dire, il est représentant du peuple, il doit accepter qu'il y ait un contrôle de ce qu'il a fait. Et là, il faut admettre ce qu'on appelle le référendum révocatoire d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens, un certain nombre de citoyens, pourraient par pétition dire « ce type-là qu'on a élu, on le retire parce qu'il a fait le contraire de ce qu'on lui avait demandé de faire ». Ben, ça ferait vraiment avancer la démocratie. Il pourrait y avoir de façon plus simple, si on veut éviter le référendum, un observatoire des engagements composé de gens tirés au sort. Un observatoire qui veillerait, et je suis sûr qu'il y aurait des volontaires pour ça, hein. Il y aurait des volontaires, ce serait passionnant. Donc un observatoire des engagements pour vérifier que les élus font bien comme ils avaient dit qu'ils allaient faire. Il pourrait, alors autre chose, il serait important que soit écrit quelque part dans la Constitution que tous les choix qui sont faits, que ce soit par les parlementaires ou par les conventions de citoyens, par n'importe quelle assemblée, tous les choix doivent être préalablement éclairés par des informations complètes et des arguments contradictoires. Ça pourrait être vrai aussi pour les élections. Il pourrait y avoir un système vraiment pour codifier, pas seulement pour laisser parler les partis comme on voit à la télévision, mais pour faire parler des gens qui ne sont pas dans les partis, pour établir un peu un équilibre et que tous les points de vue puissent trouver place et à des heures, évidemment, qui soient celles où les gens acceptent de s'informer. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas idéaliser le référendum, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ou même le suffrage universel. On peut avoir besoin du référendum parfois, du suffrage universel, je crois qu'on ne peut pas encore s'en passer, mais il faut penser à d'autres systèmes. Une autre proposition, toute décision grave et controversée, il y en a plein, hein, actuellement et tout le temps, doit être soumise au choix de citoyens non partisans et complètement éclairés. Bon, là, on tombe dans la proposition de convention de citoyens. Des citoyens non partisans, complètement éclairés, qui émettent un avis que les représentants du peuple seraient obligés de prendre en compte. Une autre, la décision conforme au bien commun. Qu'est-ce que c'est qu'une décision conforme au bien commun ? Elle doit provenir de personnes qui n'ont pas d'intérêt particulier pour une certaine solution. Ce qui n'est pas du tout ce qui se passe actuellement. Le bien commun doit être celui qui est défini par des gens qui n'ont pas un intérêt particulier à ce qu'on aille vers une certaine solution. C'est pour ça que dans la Convention de citoyens, je vous disais tout à l'heure, on fait un tirage au sort, puis un écrémage des gens qui pourraient avoir un intérêt particulier, pour essayer d'avoir une espèce de virginité idéologique sur le sujet, avant d'avoir une formation qui soit complète et contradictoire. Et puis, un point qui est important, à propos du tirage au sort, qui est une idée qui monte, hein, qu'on ne va pas pouvoir éviter longtemps, je crois, et que moi je souhaite, parce que je crois que c'est vraiment un outil assez extraordinaire. Il y a deux façons de faire le tirage au sort. Il y a une façon sur des listes exhaustives, des listes très larges, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les conventions de citoyens, des listes électorales par exemple. Alors vous me direz, les listes électorales, il n'y a pas tout le monde. Il y a les gens qui ne sont pas inscrits et il y a les étrangers qui n'ont pas le droit de vote. Alors ça, peut être le boulot aussi des conventions de citoyens de savoir si les étrangers ont le droit de vote. Ce serait intéressant de soumettre une idée comme ça. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas cela. Il n'empêche qu'au niveau de la représentativité, il y a quand même un peu de tout sur les listes électorales. Donc ça, c'est ce que j'appelle une liste exhaustive.
Et puis, il y a les listes présélectionnées. C'est une idée intéressante. Alors, je vous explique comment ça marcherait. Par exemple, pour le Sénat, il y en a qui ont proposé qu'un Sénat tiré au sort, ce ne soit pas tiré comme ça dans toute la population, mais qu'il y ait un écrémage initial. C'est-à-dire, on demanderait à tous les citoyens, par le biais d'Internet, autrement ce n'est pas possible, d'envoyer les noms et les adresses, au moins les adresses Internet, de gens qu'ils connaissent et qu'ils apprécient et qu'ils estiment compétents pour assumer une position importante au niveau national, telle que d'être les nouveaux sénateurs tirés au sort. Donc, on pourrait mettre un nom, on pourrait en mettre 50, chacun. On va se retrouver avec des millions de noms. On va éliminer là-dedans tous les gens qui ont trop de suffrages, parce que c'est sûrement un signe de lobbyisme. On va éliminer tout ça vers le haut, alors à définir quel fera. Et on va éliminer ceux qu'on n'a pas beaucoup, parce que là, c'est simplement du suffrage familial. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Il va rester quand même des centaines de milliers de noms, parmi lesquels on va tirer au sort pour avoir le Sénat. Est-ce que ce n'est pas une belle idée, ça? Bon, si vous voulez, je peux continuer avec les exemples où on discute, où il est le chef.